j'ai retenu ça dans mes rencontres, une vraie personnalité, une vraie présence. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Évidemment, ses amis vont intervenir tout à l'heure pour parler de sa vie, de son œuvre, de manière beaucoup plus savante et beaucoup plus pertinente que moi. En tout cas, merci d'être présent. Merci d'être présent pour l'association. Merci d'être présent pour notre ami Alain Laugier. Et maintenant, je vais passer la parole à Philippe Évrard, qui va vous dire quelques mots sur Alain Laugier. Je vais monter là-bas pour pouvoir projeter quelques dias. Merci Jean-Christophe. Alors, c'est pour moi un grand plaisir de participer à cette réunion. Ici, d'emblée, vous reconnaissez à droite, bien sûr, le portrait officiel d'Alain quand on a commencé à préparer ces événements, puisque c'est la photo qui a été choisie par les fils d'Alain pour notamment être reproduite lors de ses funérailles. Et effectivement, cette photo est très belle et parle d'elle-même. Sur la gauche, je vous montre aussi tout de suite l'humour qui a eu lieu dans notre association lorsqu'il a fallu prendre un logo, puisque les services compétents de l'assistance publique ne souhaitaient pas que nous ayons le logo de l'assistance publique. Il y aurait eu des confusions possibles. Alors, la famille de M. Drummond, l'artiste très connu d'ailleurs de l'époque, qui a fait le logo de l'assistance publique à l'époque, il avait fait des projets et la famille et l'assistance publique nous ont autorisé à utiliser celui-ci, qui est une préparation de celui qu'il avait fait pour la paix. Alors, les services de contrôle se sont inclinés devant le fait que cette petite différence nous permettait de l'utiliser. Donc ça vous montre l'humour omniprésent d'Alain. C'était un humour parfois féroce, mais toujours d'une amabilité extrême et jamais blessant pour personne. Jamais blessant pour personne. Je commence un peu les souvenirs qu'on peut avoir de Louis par cette remarque. Maintenant, dès que j'aurai découvert comment manœuvrer cette machine, ça... Bon, on va essayer. Attends, où est-ce que tu... Alors, et madame va nous aider. Il y a peut-être deux... Voilà. Parce que là, elle passe ici, mais elle ne passe pas là-bas. Ouais. Nous avons toute l'aide technique. Merci beaucoup. Où est-ce que je veux pousser? C'est la petite flèche là. Là-bas. Je vous conseille d'utiliser votre micro. Parce que celui-là, il fait bizarre. Pour reculer, c'est C'est la flèche. ceci. Et pour avancer, C'est celle-ci. c'est celle d'à côté. Merci.
Alors, l'histoire commence il y a exactement 25 ans, en 1999, où il y a eu la naissance de 2 jumeaux, dont les parents sont monsieur le directeur général Antoine Durleman, qui a bien voulu être des nôtres, et Alain Laugier, qui à l'époque était consultant. Je dirais aussi que la première présidente de l'association, mais ça viendra plus tard, est Madame le professeur Barrier-Jacob, qui a été la première présidente de l'association lorsqu'elle a été fondée officiellement, et que parmi les pères fondateurs, il y en a beaucoup, il y a plusieurs ici, mais il y a particulièrement mon ami Daniel Couturier, secrétaire perpétuel honoraire, mais toujours en fonction, bien sûr, comme grand académicien, ici présent lui aussi, qui a fait d'ailleurs un effort spécial pour venir malgré des difficultés qu'il pouvait rencontrer d'autres événements qu'il a dû décommander. Je l'en remercie particulièrement amicalement d'être avec nous aujourd'hui. Donc les 2 jumeaux, c'est d'une part le 150aire de l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui s'est passé sous la direction générale de M. Durleman, et d'autre part le début de la mise sur pied des anciens de l'AP, devenus actuellement AAA APHP. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont une relation? D'abord, ils sont simultanés. Ce sont 2 émanations, pourrait-on dire, du consultanat d'Alain Laugier. Et ils sont en fait très liés, parce que dans l'esprit d'Alain Laugier, c'est toute son exploration pour le 150aire qui a préparé et qui a donné une vigueur particulière à la création de cette association, née de l'imagination fertile et extrêmement vigoureuse de ces 2 parents dont je viens de vous parler. Alors, dans l'historique que je vais vous faire, pardonnez-moi s'il peut y avoir l'une ou l'autre petite erreur, je peux encore, puisque je n'étais pas naturellement présent à ça. Quant au 150aire, je m'y suis à l'époque sans doute un peu intéressé par des cérémonies officielles, mais malgré tout, je m'y suis surtout intéressé lorsque j'ai lu les livres qui ont été extrêmement intéressants et sensationnels après du 150aire, que j'ai d'ailleurs reparcouru récemment. En effet, quand Henri Mathieu m'a fait venir à Paris début 1995 pour à la fois créer un nouveau service de neuropédiatrie et maladies métaboliques à Robert-Debré et une nouvelle unité INSERM à Robert-Debré, je savais que je n'avais que entre 12 et 15 ans pour le faire, et donc je ne m'occupais pas beaucoup du 150aire au moment où je suis arrivé. Donc j'ai suivi ça d'un peu loin au début, mais après, dans la découverte des livres, j'ai trouvé sensationnel ce rapport, et particulièrement maintenant. Alors, ce que Alain m'a toujours expliqué, c'est qu'il avait commencé, quand il a commencé à préparer ça en 99, donc l'année du 150aire, c'est qu'il avait procédé à un référendum officieux. Daniel pourra nous dire s'il a participé à ça, et que ce référendum, c'était de voir auprès de tous les PUPH de l'assistance publique de Paris s'ils voulaient une association des anciens de la PHP. Et il m'a dit que le référendum avait été du 50-50. C'est-à-dire que la moitié en voulait, la moitié n'en voulait pas. Donc, il faut toujours être humble dans la vie. Alors, pourquoi est-ce que certains n'en voulaient pas? Parce qu'ils disaient, nous, ce qui est important, c'est une association des anciens de notre hôpital de l'assistance publique.
Et d'ailleurs, pour ce qu'en pense la direction générale, excusez-moi, monsieur le directeur général, ce n'est pas avec le siège de l'AP qu'on a fait notre service. Évidemment, les moyens nous ont été donnés par le siège de l'AP, mais le contrôle, la stimulation, donc tout ça très bien. Mais on l'a fait dans notre hôpital, donc il vaut mieux faire des associations d'anciens des hôpitaux. Malgré ce 50-50, Alain a trouvé, et probablement M. Dorleman aussi, qu'il y avait un intérêt profond à créer une association de ce genre pour l'ensemble de l'AP. Alors ça a été une association de fait de 1999 à 2002, d'après ce qu'Alain m'a dit à l'époque. Il faut dire aussi qu'Alain nous a laissé des archives importantes, dans lesquelles il y a beaucoup de ses courriers de l'époque qui sont toujours présents. Et que d'ailleurs, à un moment donné, Madame la directrice actuelle du patrimoine des archives de l'AP basée à Bicêtre m'a toujours manifesté son intérêt pour un jour mettre une équipe pour analyser et voir s'il y avait moyen d'en faire un dépôt à l'assistance publique, qui naturellement a toujours été favorable dans le principe. Et un de ces jours, il faudra qu'on reprenne contact avec elle, si elle est toujours voir si elle est toujours intéressée. Donc le dépôt des statuts a eu lieu au journal officiel en 2003 et notamment, c'est la date à laquelle a été créée la lettre des anciens, qui a été créée en 2000. Ça a été créé en 2003, donc excusez l'erreur, avec la participation très active de Madame Liliane Sauvineau. Alors, si elle veut bien, je ne la vois pas dans la... Si elle veut bien nous faire un petit signe, parce qu'elle m'a dit que la voilà. Est-ce que vous voulez bien vous lever quand vous voit, parce que vous avez eu un rôle essentiel dans cette affaire. Merci Liliane d'être venue aujourd'hui. On a beaucoup correspondu après. Donc, Liliane a été l'assistante d'Alain et a fait tous les numéros de la lettre, dont celui que vous recevrez quand on vous remettra une brochure à la fin des exposés, que nous avons reproduit. Et donc c'est elle qui a fait toutes les photocompositions de la lettre pendant toute son existence. Alors cette lettre que Alain voulait absolument garder sous une forme très, très modeste de Xerox, comme on disait à l'époque, a été extrêmement précieuse. Et il voulait garder ce caractère. Et je peux vous dire que cette lettre a été présente chaque fois que je suis allé voir un directeur d'hôpital quelque part dans un hôpital de la Paix. Il y avait dans la salle d'attente un paquet de la lettre des anciens. Et assez souvent, quand on faisait la réflexion, les directeurs d'hôpitaux me disaient « c'est la seule de toutes les revues qui est là devant l'entrée de mon bureau qui disparaît tout de suite. Tout de suite, c'est vide. » Donc cette lettre passionnait ceux qui passaient. Donc il ne faut pas négliger son importance. Elle contenait aussi beaucoup d'informations, lesquelles Alain m'a fait souvent participer. C'était à l'époque qui a été beaucoup changé actuellement, c'est que à l'arrivée de M. Hirsch, il a mis sur pied, il a stimulé une commission de la communication qui a rendu, en gros, avant, la communication ne circulait pas trop. Et c'était finalement ce qu'apprenait Alain et moi-même, à partir du moment où on a travaillé ensemble, qu'on repiquait les informations et on les mettait dans la lettre. Et c'était une partie de la circulation de l'information. Maintenant, la structure de l'information de l'assistance publique, la structure interne, marche magnifiquement bien. Et cet aspect de notre action est obsolète. Donc nous n'avons pas continué énormément parce que l'AP fait beaucoup mieux.
pour le moment, officiellement, mais avec quand même une chose, ça devrait nous faire penser à des participations à nouveau, c'est que la lettre est tellement complète, enfin l'information est tellement complète actuellement, notamment dans les 7 jours à la paix, qui paraissent chaque semaine, qu'il y a tellement d'informations qu'il est devenu très difficile de retrouver vraiment, de mettre à la disposition de tout le monde, tellement il y a des choses. Donc il y a peut-être un rôle qu'on peut avoir de sélection diverses. Alors il y a eu depuis lors les réunions, en gros, si vous les résumez, ça a été 1 à 3 fois par trimestre, selon les périodes, des réunions diverses, dont beaucoup étaient des réunions d'un nombre de membres très réguliers lors de dîners-débats, et qui ont toujours été passionnantes et intéressantes depuis lors. Et nous avons bénéficié, grâce à M. Durleman, dès le début, d'être un peu assimilés officieusement, tout au moins, comme une UF, comme une unité fonctionnelle de l'assistance publique, ce qui nous donnait la possibilité d'être hébergés dans des locaux, d'avoir comme une fourniture de moyens de travail, d'avoir toutes les connexions informatiques, tout ça pratiquement offert avec une extrême générosité, un extrême intérêt par, en gros, presque tous les directeurs généraux successifs de l'assistance publique depuis lors. Et en tout cas, pour le seul qui n'a pas apporté un apport massif, il nous a quand même tolérés, sans jamais nous mettre en difficulté, ce qui est déjà un succès. Donc, magnifique. Et au départ, ça a été localisé à Miramion, comme vous savez, jusqu'à la vente. Alors ici, j'ai mis les noms de quelques initiateurs. D'abord, excusez la différence de la manière dont c'est lettré. C'est uniquement dû à l'incapacité absolue dans laquelle j'ai été de corriger ma DIA. Je ne suis pas parvenu. Et il n'y a aucune question de... Alors après, les locaux ont migré à Victoria et puis à l'annexe du siège au Fossé Saint-Marcel. Il faut souligner le soutien évidemment particulier de Jacques Deschamps, qui est présent ici, qui était directeur du siège, puis de Pierre Colonna, de Jérôme Antonini, de Jean-Luc Olmy, d'Olivera Mitzik et des directeurs généraux successifs pour assurer notre hébergement. Alors, en 2010, le professeur Laugier souhaite quitter sa fonction de premier secrétaire, le terme qu'il avait voulu garder à travers toute son activité. Il a voulu quitter cette fonction parce qu'il trouvait qu'il voulait du renouvellement avec lui, d'ailleurs. Et en 2011, à l'année où je suis devenu consultant à l'assistance publique, j'ai succédé à Alain comme premier secrétaire et j'ai tout à fait en même temps, quand je suis devenu consultant, grâce à Guy Collet, notre président actuel, j'ai eu des relations très suivies jusqu'au départ de Guy, de ses fonctions à la Fédération hospitalière de France. Et donc, pour moi, mon parcours à AAA et à la Fédé ont été le début de mon consultanat, avec d'autres fonctions, bien sûr, que j'ai continué à exercer, dont certaines que j'exerce encore, mais c'est vraiment, ça a été vraiment jumeau pour moi, même si ce n'était pas des structures, c'était des structures totalement indépendantes l'une de l'autre, même si la AP appartient aussi à la Fédé.
Et donc, les deux institutions m'ont autant influencé l'une que l'autre. Et je suis très reconnaissant à Guy et à Gérard Vincent, de m'avoir accueilli en même temps que j'entrais à AAA. Alors, en 2013, c'est-à-dire 2 ans plus tard, en collaboration avec tout la structure de AAA, nous avons modifié les statuts sur 2 points particuliers. Il y avait aussi une raison de les modifier, c'est que l'administration publique française a perdu les premiers statuts et tout notre dossier la première fois. Donc il fallait de toute façon les modifier, les redéposer, puisqu'ils étaient perdus dans l'administration. On a rarement vu ça, mais là, c'était fait. Donc on a remis, et là on a fait 2 réformes très importantes que j'avais initiées. La première, c'est d'ouvrir à tous les non-soignants, qui étaient alumni quand même, notamment vos directeurs d'hôpitaux, etc., etc. Donc c'est une réforme très profonde. Et la seconde lieu, c'est d'ouvrir à des amis extérieurs intéressés par nos problématiques de santé. Donc je crois que ça a été le point des nouveaux statuts déposés. Donc la réforme des nouveaux critères d'admission, de l'esprit. Une autre modification que nous avons souhaité, Alain comme moi d'ailleurs, qui restait très proche, c'était de mettre les 2 points en relation. Et après, nous avons eu l'épisode Covid qui a été dans l'histoire, qui nous a freiné quelque temps. Et depuis 2022, nous avons... Oui, l'autre point sur lequel j'avais beaucoup insisté, c'est de ne plus limiter la présidence à 1 an, comme ça avait été fait auparavant, puisque, par exemple, Christian avait resté 3 ans, si je me souviens bien. Et ça, c'était une différence d'esprit, il faut dire. Donc, grande transformation. La dernière élection remonte à 2022. C'est l'élection d'un nouveau président, Guy, et d'un nouveau secrétaire général, Jean-Christophe. Bon, alors je retombe dans les pannes précédentes, sauf si... Est-ce que vous pouvez m'aider? Ah, non, ici ça marche bien, mais sur l'écran ça ne marche plus. Est-ce que vous pouvez me donner, si madame... Ah, voilà. Oui. Ben, je suis toujours dans les temps qui ont été prévus au programme, hein. Alors, je vais appeler au secours ou bien Jean-Christophe ou madame qui nous aide pour les projections. Donnez-moi, je peux pousser pour avancer. C'est là, regardez, c'est la petite flèche. Ici. Voilà. Alors, le président et les premiers secrétaires successifs sont indiqués là. Donc, je ne vais pas être trop long. Et les 3 secrétaires généraux, premiers secrétaires successifs, Alain Laugier, moi-même et actuellement Jean-Christophe sont là. Je voudrais
aussi dire, et il y a des représentants aussi de la famille, quelques acteurs, promoteurs et soutiens tout au long de l'existence de l'association. La première chose, jusqu'à ce que Guy Collet vienne comme parvenions à le faire accepter de venir comme président, nos ressources financières ont été extrêmement limitées. Guy a maintenant fait des partenariats qui permettent déjà et qui permettront après d'autres progrès encore. Mais notre financement a quand même été basé essentiellement, outre sur les cotisations, sur des soutiens complètement humanitaires, pourrait-on dire, et qui n'étaient pas des partenariats commerciaux réels, même s'il y a toujours des contreparties indirectes, mais par Jean-Pierre Calfon, les éditions de l'Opas, Opas que sans doute connaît bien Jean de Savigny, puisque c'est toujours et c'est encore l'éditeur du journal des préfets de France. Et donc c'est Jean-Pierre Calfon, le directeur général de l'Opas, que vous voyez là à gauche, sa femme au milieu, grande mathématicienne. Et nous avons bénéficié aussi du soutien de Jean-Louis Debré, notamment par les événements qu'il a fait pour nos causes dans l'ensemble. Jean-Claude Kervaux y a été très impliqué, de nous permettre de faire des dîners au Conseil constitutionnel qui nous ont bien aidés. Jean-Louis Debré, en plus, a fait une réunion qui a été considérée comme une des meilleures de l'association sur la condition féminine, avec un humour et absolument inoubliable. Moi, j'ai raté la réunion parce que j'ai été hospitalisé en urgence ce jour-là, mais les échos ont été absolument fantastiques. Bon, j'espère que je ne vais plus détraquer le système et que je vais accélérer. Il y a aussi des amis fidèles soutiens, depuis toujours, de l'association. Henri Mathieu, Yvonne, l'épouse d'Alain, Bernard Granger, Guy, que j'avais déjà invité à venir faire une conférence longtemps avant qu'il nous rejoigne à AAA, Philippe Martial, Catherine Veil-Olivier, qui est ici présente et qui, dès mon arrivée à AAA, déjà était une personne qui m'a admirablement soutenu depuis le premier jour dans mes fonctions à AAA, Gérard Vincent et bien sûr Cécile, qui est depuis longtemps une des vice-présidentes. Je voudrais aussi souligner l'aide importante que nous a, enfin l'aide par ses critiques et par ses participations, apporté Jean de Savigny et Marie-Thérèse Hermange. Vous les voyez là lors de l'inauguration de nouveaux locaux de mon unité INSERM, où Jean représentait l'assistance publique, ainsi que Marie-Thérèse Hermange, qui était présidente du conseil de surveillance. Vous voyez aussi Gérard Lévy de Caen, dont j'étais un collaborateur à Sainte-Mante lorsqu'il était conseiller du ministre. Alors, ça c'est notre bureau exécutif actuel, où nous avons été rejoints par aussi Jacques Gonzalez, qui devient maintenant, suite à une décision récente, rédacteur en chef de notre association, et puis soutien fantastique de Jean-Claude Kervaux et d'Agnès-Co. Je voudrais vous dire qu'il y a des livres qui pourront être dédicacés pour ceux qui le souhaitent, notamment le livre que vient de publier Jacques Gonzalez sur l'histoire de la streptomycine,
C'est un livre passionnant. Il en a amené quelques exemplaires. Il peut le dédicacer à ceux qui le souhaitent. Et aussi, j'ai vu que Philippe Martial a aussi quelques-uns de ses livres qu'il dédicacera à ceux qui le souhaitent. Alors, pour nos actions de 2003 à 2024, en gros, j'ai toujours beaucoup aimé la citation d'Armand Salacrou. Deux choses sont simples, raconter le passé et prédire l'avenir. Y voir clair au jour le jour est une autre entreprise. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans, même s'il y a des pièges, parce que simple à quoi? Simple à écrire si on veut, enfin être facilement accepté à les transmettre. Mais en fait, raconter le passé de manière exacte est bien utile aussi, mais peut être mal fait. Et prédire l'avenir, c'est à la fois bien et c'est en même temps un piège. Mais ce sont des choses simples en ce sens qu'elles sont simples à obtenir leur publication. Mais, alors, le problème pour une association comme la nôtre, c'est de faire un juste équilibre entre le futur, le présent et le passé. Moi, lorsque j'étais premier secrétaire, pour apprendre le terme d'Alain, j'ai toujours trouvé qu'il fallait un tiers, un tiers, un tiers. Et lors des réunions du bureau, d'ailleurs, je disais, regardons si c'est un tiers, un tiers, un tiers. Parce que lorsque vous en faites trop, vous coupez l'application possible et sage pour votre association. Alors, quelques exemples de ce qui a été fait. D'abord, cette réunion qui fut probablement une aussi des plus sensationnelles de notre association, qui montre que nous avions aussi une ambition culturelle générale et culturelle. C'est la magnifique réunion organisée dans les mêmes locaux ici, voilà, sur le plateau ici, par Cécile Rançon, où nous avions choisi comme thème la place des femmes dans les mouvements religieux et dans les mouvements adogmatiques existants en France, avec des représentants de la Grande Loge féminine de France et des principales religions, avec la participation du collaborateur de Dalil Boubaker, avec Delphine Orviller et d'autres. Cette réunion ici dans cette salle fut sensationnelle. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas été réellement publiée. Nous n'avons pas publié en dehors de la lettre où elle a été célébrée et discutée. Mais c'était totalement sensationnel. J'ai eu l'occasion de voir une réunion récemment avec Haïm Corsia, Delphine Dorviller, et donc elle exprimait que c'est une des très belles réunions auxquelles elle a eu le plaisir de participer. Les autorités protestantes étaient aussi représentées, ainsi que musulmanes et catholiques, bien sûr. Alors, sur les actions, pour approcher la réflexion globale que nous avons, la réflexion de la solidarité pour nos membres, pour nos sympathisants et pour les personnes handicapées est à mes yeux seulement, après, mais en tout cas, je pense que d'autres la partagent, un de nos principaux espoirs, que ça se poursuive et que ça s'intensifie. Il y a ici des personnes qui ont eu et qui ont encore des responsabilités importantes en matière de handicap. Jacques Gonzalez, qui a participé notamment à l'APF, je pense surtout. Gérard Nguyen, qui s'est déplacé aujourd'hui de Bretagne pour venir et qui était vraiment un grand leader de mouvement pour favoriser la prise en charge des handicaps, notamment en maladies rares. Cécile Rançon, avec, ce n'est pas tout à fait la même chose évidemment, mais les transmetteurs. Moi-même, je me suis intéressé évidemment pendant toute ma carrière à ces questions. Mais il y a aussi des actions directes et ponctuelles qui ne sont pas que de la présentation de programmes. Par exemple, nous avons mis, quand Jean-Claude Kervaux a lancé le site Internet, nous avons mis des numéros. Et René Clair Mancré, ici, à qui on a demandé de revoir notre site, ce qu'elle a aimablement fait, a dit pourquoi s'il y a des numéros de téléphone,
et qu'on n'ait pas les noms à un endroit donné, c'était volontaire en fait. Parce que si vous mettez le nom et vous mettez que vous voulez faire de l'aide, vous allez être envahi de toute la France, on ne parviendra pas à suivre. Donc on a mis un numéro de portable, le mien, et puis le numéro de portable de Jean-Claude Kervaux. Et puis il y a le courrier électronique arrivant sur notre site AAA, pas sur un site personnel. Et là, moi, en gros, je trouve que ça fait une petite demi-journée par semaine de travail de gens désespérés de notre association ou d'ailleurs qui appellent au secours. Bon, dans pas mal de cas, on parvient facilement à les orienter. Et donc, ce genre d'action est utile. Par exemple, juste pour vous montrer que c'est du concret, une ancienne collègue extrêmement éminente, directrice de l'unité INSERM, qui avait prolongé une activité émérite à la direction de thèse et qui allait devoir revendre son appartement suite à une plainte d'un ancien étudiant. Et on a pu, en dernière minute, éviter la catastrophe. Et ça passe par... Donc, ce n'est pas du blabla, hein, croyez-moi bien. Ou alors, des gens qui sont désespérés pour leur pension et qu'il suffit d'envoyer au bon service de la paix. Donc, j'espère que ça se poursuivra et je pense que Cécile vous en parlera. Et je voudrais encore souligner la contribution de Gérard Nguyen à ces actions. Alors, les exemples de services rendus à la paix et à nos membres, les relations internationales pour Expertise France, surtout pour l'Algérie et le Maroc. Et elle a dit, Ben Mansour, vous en avez été associé beaucoup. En robotique chirurgicale, tant l'AP que l'Académie de chirurgie nous ont remerciés d'avoir fait des symposiums à ce sujet, où il n'y avait pas moyen de débloquer les situations, parce que les questions de groupe d'âge étaient plutôt donc dans les spécialistes de la robotique chirurgicale au début, notamment pour l'enfant, ne le permettaient pas, parce que les personnes trop âgées, enfin au-dessus de 50 ans, avaient crainte de ne pas pouvoir s'adapter à cette robotique chirurgicale et d'en connaître la place. Et donc, il a été dit que ça a été surtout pris au sein de AAA par Yves Chapuis. On a eu la diffusion du patrimoine documentaire, il y a eu les publications, les annuaires de l'AP, que l'AP nous avait demandé de reprendre à une certaine époque. Il faut souligner, au cours des 2 dernières années, sous la présidence de Guy Collet, une initiation extrêmement robuste et fantastique à mes yeux à l'intelligence artificielle par les partenariats qu'il avait spontanément et qu'il a encore étendu. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à cette action de l'intelligence artificielle. Oui, on a aussi des missions d'hébergement de gens qui veulent poursuivre des activités dans la période d'emploi-retraite et qui parfois sont passés par nous pour le faire. Alors, je me limiterai à ça et je voudrais vous dire aussi qu'il y avait d'autres actions possibles, notamment Mireille Faugère, la voici ici en présence de M. Durleman, lors de la remise de la cravate de commandeur de la Légion d'honneur à Alain Laugier, avait demandé à son collaborateur très proche d'ailleurs, que vous voyez là avec Hubert Joseph Antoine, vous voyez le deuxième en partant de la gauche, Stéphane Ferriot, avec une erreur d'orthographe à son nom. Là, vous avez Jean-François Moreau. Stéphane Ferriot qui avait mis en partenariat pour toutes sortes de choses, y compris pour des services
pouvant servir à la fois à la paix, à notre association et à d'autres associations. Il nous a fait beaucoup avancer à l'époque, mais après, il a préféré reprendre son ancien poste de directeur à la SNCF qu'il avait quitté pour accompagner sa patronne, Madame Faugère. Donc on n'a pas poursuivi, mais on pourrait revoir la question. Il y a des choix maintenant, je ne les détaillerai pas. Nous faisons peu d'activités de type club, c'est-à-dire des dîners-débats qu'on faisait avec... et ça, c'est un problème. Beaucoup le regrettent parmi nos anciens membres parce que c'est au cours de ces dîners-débats et de ces dîners très simples ensemble que parfois on liait des contacts plus profonds ultérieurs. Il y a la question de voir si nous engageons, c'est une demande d'une association de l'INSERM qui vient de se créer, en imitant d'ailleurs très fort notre dénomination, sur des partenariats possibles avec l'INSERM, enfin avec l'association de l'INSERM. Et puis il y a des programmes de consultance et de presse qui sont tout à fait possibles. Alors, mon dernier mot, c'est dire que, en gros, j'ai vécu très proche d'Alain, comme j'ai vécu très proche aussi de Guy à la Fédération hospitalière de France à un certain moment, de 2010 à 2020, que je considère Alain comme une des 4-5 personnalités les plus remarquables que j'ai rencontrées dans ma carrière. C'est, à mes yeux, avant tout un analyste holistique génial. C'est ma définition que je ferai, y compris sur les aspects un peu philosophiques qu'on peut avoir de cette affaire, mais on n'a pas le temps de le détailler. C'est un coach magnifique pour les surdoués, absolument magnifique. Ça devient très important maintenant que nous savons reconnaître les neuroatypiques et que nous savons qu'il y en a quand même beaucoup, pas mal de neuroatypiques, sans limiter ça strictement au autisme, qui sont à la base probablement d'une partie de nos progrès que nous ne ferions pas sans eux et que souvent sans coach d'un très haut niveau, on peut avoir beaucoup de difficultés à mettre leur contribution en valeur. Et ce n'est pas si difficile à faire si on a un recul suffisant. Son humour permanent, toujours respectueux des autres, et surtout, et ça c'est le plus émouvant, et c'est ce qui lui faisait aimer les décorations, même si les décorations, après, la justice distributive n'est pas toujours facile à reconnaître, à s'y retrouver, mais c'est ce qui lui faisait adorer les décorations. C'était une façon d'être amoureux du succès des autres. Et je crois que c'est le plus beau compliment que moi je souhaiterais lui faire. J'espère ne pas avoir été trop long et je suis très heureux d'avoir été avec Alain et d'être avec vous aujourd'hui. Merci Philippe, tu n'as pas été trop long bien entendu. Vous avez compris que c'est lui le vrai président. Hein. Moi je suis un artifice là-dedans. Mais tout ça est sympathique. Maintenant j'appelle à la tribune Catherine Olivier qui va nous présenter l'hommage à Alain Laugier. Merci Guy, merci, bonjour à tous. Je crois qu'Alain Laugier serait resté parmi vous et ne serait pas monté sur cette scène, et en plus ça m'intimide, donc je préfère être parmi vous. Alors cet hommage m'a été proposé, et si on me demande si j'ai bien connu Alain Laugier, je dis non. Et je ne dirais qu'une chose de moi, je suis une montagnarde d'origine. Et donc, monter ne m'a jamais fait peur. Aller jusqu'à 4000, 4005 dans les Alpes, dans les Andes, c'était relativement simple. Mais là, il allait falloir monter à 6000 ou 7000 mètres. Et je me suis dit, c'est impossible de le faire toute seule. Et ayant moi-même pas mal d'enfants, je
je me suis dit que finalement, ceux qu'il avait approchés, qu'il avait vécu au quotidien, étaient ses fils. Et donc, j'ai appelé avec l'accord de Philippe Évrard et son soutien et le soutien du président, j'ai appelé les 3 fils, successivement, du plus grand au plus jeune, qui m'ont accueilli avec une spontanéité, une gentillesse que je n'aurais pas supposée. J'ai donc passé des heures avec chacun d'eux à essayer de les écouter le plus attentivement possible pour récupérer quelques informations. Et donc c'est grâce à eux que je peux vous parler d'un peu plus près d'Alain Laugier. Alors, définir un personnage aussi exceptionnel, et ça a été dit par les 2 précédents orateurs, est quelque chose qui est quasiment impossible. Mais néanmoins, chacun d'entre eux m'a permis d'appréhender des éléments extraordinairement forts de sa personnalité que je vais essayer de reprendre ici. La première chose est un clin d'œil. Ses 3 fils, Alexander, Adrien, Antoine, sont un vrai clin d'œil à notre association des 3A. Et finalement, je trouve que c'est absolument remarquable de voir une boucle qui se clôt avec ces 3 fils présents aujourd'hui, avec leurs proches, et notre association qui est célébrée en l'honneur d'Alain Laugier. Donc il y a là un élément fondateur particulièrement important. Alors ensuite, je trouve que l'élément dominant de la personnalité d'Alain Laugier, c'est sa curiosité. Personnage sans arrêt en mouvement, j'y reviendrai, mais qui avait une curiosité insatiable, exceptionnelle, surdouée, diraient certains, sans aucun doute. Et sa curiosité, je vais vous en donner quelques exemples. Tout l'intéressait. La peinture. Il allait aux expositions, avec une particularité, c'est qu'il les parcourait à toute vitesse. Et qu'il marchait vite, mais au passage, il avait emmené un de ses enfants ou un de ses proches. Il avait rencontré des personnes de connaissance pratiquement à chaque exposition. Il avait fait une présélection bien précise, dont il laissait un choix très relatif aux enfants qu'il emmenait. Et quand ça ne leur plaisait pas, on m'a raconté une histoire avec Modigliani, il lui avait été répondu « tu te forces ». Donc en fait, il œuvrait pour le bien des autres. Et ça, c'est très important. La lecture, M. Père m'a rappelé, et c'est effectivement l'information que j'avais, il adorait Proust. Et donc, imaginez cet homme extraordinairement actif qui prend le temps de lire la recherche. Et ça fait partie de ses paradoxes. Mais il avait aussi participé à la revue des 2 mondes. Et il en était membre actif, il participait à beaucoup de ces réunions. Ensuite, il y en a tellement, la musique. Alors la musique, que ça plaise ou non, il adorait Wagner. Et on m'a rapporté que les petits déjeuners avec Wagner étaient l'habitude. Je conçois que ça puisse ne pas forcément plaire à tous. Mais il aimait aussi les chants de l'Armée rouge. Chose que je partage, car les voix sont absolument magnifiques et les chants sont à la fois des chants populaires, mais qui ont une grandeur exceptionnelle. Ensuite, la culture. Il a été administrateur en tant que membre désigné de Radio France. Il a été aussi membre de la commission de terminologie de la langue française dans le domaine médical. Et je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, on en aura encore bien besoin. Alors, dans les choses très marquantes aussi, et Philippe Évrard a rappelé ce timbre, en réalité, c'était un grand philatéliste. Et il a collectionné toute sa vie, ça a été une des permanences de sa vie, des timbres avec un thème très précis, qui était l'histoire des sciences et de la médecine. Alors maintenant, pour la petite histoire, parce qu'il m'a sollicité à certains moments, c'était l'histoire des petites cuillères. Et il collectionnait les petites cuillères depuis son mariage. Imaginez 50 ans de collection de petites cuillères. Mais comme ça ne lui suffisait pas et qu'il savait que je voyageais, il m'avait dit « Catherine,
si quand vous prenez l'avion, est-ce que vous pourriez me ramener une petite cuillère d'Air France? Je pense que je ne suis pas la seule dans la salle à qui il a fait cette proposition. Et moi, j'étais un peu gênée à l'époque. Mais ensuite, pour tout vous dire, c'est vrai que ça m'est arrivé de prendre une petite cuillère dans les services Air France, comme ça, un petit souvenir par rapport à Alain Laugier. Alors, est-ce que je raconte quand même une anecdote plus personnelle, qui est le cadeau de 12 petites cuillères dans une ménagère lors du mariage d'un de ses fils. Alors, on peut se demander quel est le domaine qui ne l'intéressait pas. J'en ai quand même trouvé un, et c'est le sport. Il n'aimait pas le sport. Il n'a jamais pratiqué le sport. Tout était dans le sport intellectuel et rien. Donc, il aurait été complètement décalé avec notre époque, où, à la génération qui nous suit, tout le monde fait du sport et doit en faire. Mais finalement, ça, c'est la vision extérieure de sa curiosité, qui était prolifique, insatiable. Je crois que sa vraie curiosité, sa curiosité profonde, c'était l'être humain. Et c'est quelque chose qui est complètement central à sa personnalité. Il s'est toujours intéressé fondamentalement, honnêtement, avec sincérité aux autres. Et ça, je trouve que c'est une composante formidable qui s'est répercutée sur sa vie professionnelle, sur sa vie quotidienne, si bien qu'avec cette simplicité, finalement, il s'est intéressé à tous. Il a côtoyé les plus grands, mais aussi les plus simples. Et c'est probablement ce qui faisait que sur son chemin du retour entre le travail et la maison, il s'arrêtait à plusieurs endroits pour parler avec les boutiquiers du quartier. Il leur achetait un petit quelque chose. Et je pense que ça a contribué au capharnaüm de sa voiture, dans lequel il a empilé des objets multiples et variés, des paquets qui étaient remplis de livres, d'articles, de livres de peinture, de tout ce qu'on veut, dont il n'aurait pas fait un usage particulier, mais c'était le plaisir de partager quelque chose avec une personne qui passait. Alors, j'en ai 3 pages. La première est terminée. Donc ensuite, finalement, cette curiosité des autres, c'est l'essentiel de son humanité. Et son humanité, vous l'avez dit tous, elle s'est évidemment développée et probablement construite aussi dans son domaine professionnel. Il y a consacré l'essentiel de sa vie, avec le brio et le succès que tous lui connaissent. Et on peut dire qu'il a consacré sa vie aux autres. Et quand je vois la façon dont des jeunes médecins à l'heure actuelle, des générations qui nous suivent, envisagent leur vie professionnelle, on a, avec Alain Laugier, la quintessence de ce qu'était un grand médecin. Donc la réalité profonde de cette humanité, c'était vraiment pour moi une partie inhérente de sa personnalité et qui se prolongeait dans sa vie quotidienne. Donc toutes les curiosités, toutes les activités dont je vous ai parlé, en réalité, il n'y avait rien de décousu. Il y avait une méthode. Un de ses fils a utilisé l'expression de toile d'araignée. Et je pense que c'est vrai, toutes ces activités étaient reliées les unes aux autres, mais elles passaient toujours par un côté humain. Très grande liberté de penser, très grande générosité, très grande simplicité. Et c'est un homme qui finalement a toujours donné de son temps, de son attention, de son argent aussi, et qui a pu d'ailleurs le conduire parfois à avoir des attitudes de poche percée. Mais ce n'était pas un homme d'argent. Et dans les contextes actuels où l'argent compte tant, je pense que là aussi, c'est un élément très remarquable de sa personne. Et par ailleurs, il pouvait s'insurger de toute dérive et détournement du bien public. Donc c'était un esprit ouvert et éclectique, sans avoir rien de décousu dans sa démarche. Et au fond, il a existé tout au long de sa vie une continuité entre les multiples activités professionnelles, les ramifications qui en découlaient. Mais vous l'avez signalé aussi, c'était un homme sans méchanceté, grande gentillesse, respectant les autres. Et même s'il avait cette fantaisie, et j'y reviendrai, en réalité, c'était ce qu'on appelle un honnête homme. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit persister dans le souvenir que nous en avons. Un de ses fils m'a dit qu'il avait une exaltation presque enfantine,
Mais je crois que c'est le propre des personnalités un petit peu surdouées. Et doublé de cette spontanéité, mais qui était sans filtre, sans arrière-pensée, et qui était donc d'une profonde gentillesse et acceptée comme telle. Néanmoins, c'était un homme qui était férocement attaché à l'intelligence intellectuelle et qui pouvait de ce fait être extraordinairement sévère vis-à-vis des autres, mais là encore sans méchanceté. Homme d'amitié, sans aucun doute, aimant le débat, j'y reviendrai un petit peu, et en fait ce qu'il aimait, c'était faire réfléchir. Faire réfléchir pour forger le caractère, ou la pensée politique, ou simplement obtenir une réaction. Alors, l'autre caractéristique qui m'est apparue assez commune aux trois fils, c'était un homme en mouvement, toujours actif. Mais ce n'était pas un homme en mouvement brouillon, pas du tout. En fait, c'était une activité débordante, des pôles d'intérêt nombreux, mais fondamentalement, c'était un homme que aucun obstacle n'arrêtait. Il n'y a pas d'obstacle dans la vie. Il y en a un, on le dépasse. On agit, on fait. On a réfléchi et on fait ensuite. Et donc tout ça a été à nouveau fait sans arrière-pensée, avec quelqu'un qui était une sorte de bulldozer pour avancer, parce que la vie n'est jamais linéaire, et qu'il en épousait toutes les courbes. Alors je crois quand même, puisque je suis pédiatre à l'origine, que cet aspect général que je vous raconte était probablement en relation avec son enfance atypique. Vous avez dit qu'il était né à Montmartre, il est né rue Le Pic, il y a vécu avec sa mère, célibataire, ce qui dans les années 1930 n'était quand même pas particulièrement simple, avec sa grand-mère aussi, et finalement dans une certaine pauvreté et en traversant la guerre à l'adolescence. Et je crois qu'il avait deux échappatoires. La première, il a été enfant de chœur à Saint-Pierre-de-Montmartre, et c'était certainement quelque chose qui a été important pour lui. La deuxième, c'était les études. Et je crois que c'est un homme qui a qui a reconnu la richesse des études et qui en a tiré un bénéfice extraordinaire, mais qui l'a emmené là où il était. Alors il a donc toujours été dans l'action, et finalement, il avait cette capacité à ne laisser personne indifférent. Il s'est fait des inimitiés, sans aucun doute, mais combien de personnes lui sont attachées, et vous en avez la preuve ici, puisque vous êtes présents. Alors, finalement, pour être très bref sur sa vie professionnelle, parce que je pense que Cécile va nous en parler un petit peu et des différentes étapes marquantes, chaque once de sa vie a accumulé des activités. Il a fait des études de médecine, mais à l'époque, imaginez en médecine le travail que ça demandait pour les études. Il a cumulé des études à Sciences Po, qu'il n'a pas terminé puisqu'il est parti 3 ans en Algérie. Et c'était l'époque. Mais c'était quand même pour le moins inhabituel à l'époque. Ensuite, un post-doctorat à Stanford, mais en même temps, il était médecin-colonel interarmé, de la réserve, certes, et actif dans la protection civile. Alors en fait, il s'est ancré dans la médecine. C'était un radiothérapeute, clinicien. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un homme qui était face à des diagnostics très difficiles à assumer pour le patient en face de lui. Il leur offrait un verre de whisky ou autre de son bar dans son bureau. Et ça, je trouve que c'était une forme d'empathie assez extraordinaire. Ensuite, je vous ai dit qu'il était chercheur et il a créé un prototype pour une filiale de Thomson. Et puis, c'était un passionné de sciences physiques, c'était un précurseur, bulldozer, visionnaire de la connectivité, et il a créé avant l'heure un système informatique de médicalisation de ces dossiers. Au passage, puisqu'il avait quand même cette note d'humour que vous avez soulignée, il avait créé un dossier fictif pour Louis XIV. Et en gardant ce côté ludique, il a cumulé la radiologie et ce caractère-là, puisque à chaque galette de roi traditionnelle, il en achetait une demi-douzaine. Il les passait à la radiographie pour voir où était la fève,
pour être sûr que sa surveillante générale aurait la fève et serait la reine de la journée. Et ça, je trouve que c'est absolument délicieux. Donc en fait, il a cultivé tout au long de sa vie une forme d'originalité, et je vais vous les donner en vrac. Les plus personnels, il rangeait ses paires de chaussettes